Voilà plus de 30 ans que notre invité parcourt le monde pour en gravir les sommets. Jean-Pierre Frachon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau. Vous êtes le premier Français et le quatrième alpiniste au monde à avoir gravi ce que l'on appelle les Seven Summits, c'est-à-dire les 7 plus hauts sommets des 7 continents. Est-ce qu'il y avait eu au départ pour vous volonté de réussir ce défi, ou alors est-ce que les choses et donc les exploits se sont enchaînés naturellement? Oui, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Dans ma vie de baroudeur, j'ai été amené à en gravir certains. Et puis un jour, j'ai rencontré l'un de ceux qui fut parmi les premiers, les 3 premiers à réaliser le challenge, j'aime pas bien ce mot, cette aventure des Seven Summits. Et j'ai enclenché, sachant que je pouvais arriver au bout à la condition que financièrement je trouve des partenaires, parce que bien sûr c'était d'un enjeu financier assez important. Alors vous placez l'exploit sur la dimension financière, alors que moi qui suis totalement néophyte et qui ai le vertige, je pourrais même pas monter sur la chaise pour changer l'ampoule. Pour moi, gravir un sommet, gravir une montagne, il est là l'exploit. C'est pas d'avoir le moyen de le faire financièrement parlant. Bien sûr, mais pour se rendre en Antarctique, au cœur de l'Antarctique, c'est un coût financier important. Et à l'époque, je vivais très, très modestement et il était hors de question que je puisse financer ces expéditions. Et d'ailleurs, la plupart de mes grandes expéditions ont été financées par des sponsors. Y a-t-il sur ces 7 exploits, sur ces 7 réussites, un sommet que vous affectionnez plus particulièrement, peut-être pour sa beauté, pour le paysage qu'il représente, pour la difficulté qu'il a représenté aussi, ou pour les efforts que vous avez faits sur vous-même? Alors, ce qui fait la richesse de ce parcours sur les cimes, c'est justement la variété des sommets, la variété des paysages, la difficulté qui est très changeante suivant les sommets et les climats. Et chacun a son histoire et son intérêt. Et il m'est difficile de différencier entre le Kilimandjaro, qui est une montagne assez facile, entre guillemets, où j'ai emmené des paraplégiques, où j'ai emmené des aveugles, où j'ai emmené des jeunes porteurs du virus du sida. Donc une montagne de la rédemption un petit peu pour moi. Et puis l'Everest, qui est la montagne la plus haute du monde et sur laquelle donc je suis resté presque 2 heures parce que les conditions étaient très bonnes et que j'ai assisté au vol magnifique de mon compagnon de cordée en parapente. Non, j'ai du mal à placer celui qui a été le plus important pour moi, même si l'Everest reste la plus haute montagne du monde. Il y a quelque chose de mythique, de mystique, j'allais dire, à travers l'Everest. Oui, pour un guide de haute montagne, parvenir sur la plus haute montagne du monde, le monde à ses pieds pour des instants de bonheur éternel, c'est peut-être celui, vous me forcez à le dire, qui a été le plus marquant. On voit les étoiles là dans vos yeux. Il y a quelque chose qui pétille. Et pourtant, je dois dire à nos amis qui nous regardent que vous n'êtes pas en grande forme aujourd'hui. Vous êtes malade, mais vous avez quand même accepté. Vous avez une bonne grippe, mais vous avez quand même accepté l'entretien. Il était calé. Et je vous en remercie. Et pourtant, les images là, les étoiles, elles arrivent. Ah oui, parce que c'est le couronnement de tout un parcours qui est fait de joie, bien sûr, mais aussi de difficultés importantes pour trouver le temps, pour rassembler les équipes, il y a des souffrances, il y a des moments de doute, il y a des moments de renoncement, il y a l'Everest, même si aujourd'hui ça a été un peu démystifié, c'est une montagne très dangereuse. Avec de nombreuses disparitions, notamment à la descente, et ça restera donc, même si les alpinistes sont de plus en plus performants, ça restera un sommet mythique. Je voudrais vous poser la question du pourquoi on gravit une montagne. Tous les alpinistes le disent et j'ai pris cette phrase sur Internet à travers bon nombre d'entretiens qui ont eu lieu de vos confrères. C'est l'immensité de la montagne qui attire. Alors, si on se sent petit, pourquoi avoir besoin d'être grand et d'aller tout en haut? L'homme a toujours été attiré par des défis, que ce soit traverser les océans, retrouver la source des grands fleuves,
traverser les régions polaires, au risque d'y perdre sa vie, au risque de souffrances terribles. Et il y a un côté inexplicable qui pousse l'individu à aller au-delà de ses possibilités physiques, au-delà de l'entendement. Et personnellement, c'est vrai que l'Everest, certes, c'est une montagne dangereuse, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et je dois dire que j'ai du mal quelquefois à expliquer pourquoi je suis allé aussi loin pour affronter de telles difficultés, de telles températures glaciales, de telles frustrations. Vous avez dormi dans le vide ? Oui, bien sûr, mais dormir dans le vide, ça peut être confortable. Par contre, ne pas pouvoir installer sa tente en Antarctique parce que le vent nous en empêche et affronter des températures de -50, ça c'est dur. Qu'est-ce qui est le plus angoissant quand on gravit une montagne et que l'on voit que la météo n'est plus de la partie, alors qu'elle l'a été au moment où on a commencé à gravir ? Alors, vous avez raison, la météo est un facteur déterminant de la réussite d'une entreprise et forcément en montagne, on est confronté à des variations, à des tempêtes et seuls ceux qui sont préparés et surtout qui ont un mental pour réussir parviennent à surmonter ces difficultés. J'ai eu énormément de clients que j'ai accompagnés qui étaient des athlètes de haut niveau et qui ont renoncé parce que ils n'ont pas pu surmonter l'éloignement, le stress, l'isolement. Mais vous, alors cette force, elle est venue d'où ? Quand vous étiez convaincu qu'il fallait peut-être vous arrêter ou que ce n'était même pas forcément prudent pour vous, pour votre sécurité ? Non, j'ai toujours mesuré la part de difficulté jusqu'à laquelle je pouvais aller. Mais il y a incontestablement une recherche de l'au-delà, une recherche un peu de l'absolu, une quête de parvenir sur quelque chose qui est certes un petit point, mais qui pour moi était un moment important à réaliser. C'est 7 sommets les plus hauts du monde, cette aventure magnifique, des milliers de souvenirs dans votre tête, des images forcément, puis un titre où le chiffre 7 revient, les 7 sommets du bonheur, ça c'est le titre d'un livre que vous avez écrit. Franchement, Jean-Pierre, vous dites les 7 sommets du bonheur, c'était juste pour rassurer vos proches sur la notion de bonheur, parce que ça n'a pas dû être simple tous les jours. Non, effectivement, et je le raconte, hein, je ne cache pas donc les moments de doute, les difficultés en tant que guide de haute montagne à motiver mes équipes parce que j'ai pas fait de l'alpinisme tout seul, hein, ça a été avant tout mon métier qui m'a permis de gagner ma vie, enfin tout du moins de vivre, et j'ai eu besoin de rassurer, d'entraîner, et c'est vrai qu'il y a derrière tout ça une responsabilité importante de ramener tout le monde à la maison, ce qui malheureusement n'a pas été toujours le cas. Alors vous dites justement, depuis le début de cet entretien à plusieurs reprises, vous avez parlé des personnes qui sont parties avec vous. Votre passion, vous l'avez aussi inculquée aux autres en devenant guide. Vous avez ouvert de nombreuses voies sur les flancs de montagne. Vous fûtes le premier à emmener des personnes sur l'Ama Dablam au Népal. J'essaie de l'avoir prononcé correctement. Comment trouve-t-on le juste équilibre entre la folie de la virginité d'un territoire et puis la nécessité de sécurité ? Oui, de toute façon, les terrains incognita n'existent quasiment plus. Quand on gravit un sommet, il y a quasiment eu dans tous les cas des prédécesseurs qui m'ont laissé des signes, des indications, et je ne pars pas complètement, surtout en accompagnant des clients en terrain totalement méconnu. Donc j'ai eu à lancer des défis avec ces clients qui étaient un plus pour qu'ils s'accomplissent eux aussi. Jean-Pierre Frachon, vous dites que lorsque vous avez ouvert des voies, vous avez eu l'obligation, bien sûr, d'équiper le chemin avec des cordes, avec des mousquetons, mais vous dites aussi qu'en redescendant, vous avez toujours eu la volonté ou la préoccupation, je vous cite, de déséquiper ces voies. Pourquoi ? Oui,
Et c'est devenu une éthique à partir des années 70, où en effet on a eu à faire face à des polémiques concernant la pollution de la montagne. Et la pollution passait également par laisser entièrement des itinéraires vierges de tout piton, de toute trace de cordes usées, de déchets, a fortiori de déchets. Et ça a fait partie de l'évolution des choses qui ont fait que maintenant chaque expédition doit revenir avec les déchets qu'elle a pu laisser sur place. Toutes ces aventures, tous ces voyages, toutes ces expéditions vous ont conduit naturellement vers les carnets de voyage, vers Il faut aller voir, avec Michel Renaud, un ami, Michel bien sûr que l'on salue là où il est, chacun de nous croit en ce qu'il croit. Michel avait lancé la voie de Il faut aller voir, la rencontre des carnets de voyage. Vous avez repris le flambeau. Il y aura une nouvelle manifestation au mois de novembre, bien évidemment. Alors Michel, bien sûr, nous manque beaucoup parce qu'il a marqué profondément donc l'histoire d'Il faut aller voir, hein, dont il est avec 2-3 amis dont je fais partie à l'origine. Et Gérard Gaillard. Et on continue sur sa lancée avec cette idée visionnaire qu'il a eue à l'époque de rassembler des auteurs de carnets de voyage. Mais nous nous réunissions avant tout pour parler de ce voyage qui est différent, ce voyage qui demande de mouiller la chemise, de sortir des sentiers battus, d'aller à la rencontre de l'autre, de pousser la porte pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et puis, c'est pas du tourisme, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est une forme de tourisme, mais en tout cas qui sort de l'assistanat, qui permet surtout de sortir des sentiers battus et puis de rencontrer les populations qui vivent différemment. Vous en faites vous-même des carnets de voyage ? Non, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit des petits carnets à très haute altitude, mais malheureusement, j'ai pas réussi encore à prendre goût complètement pour le carnet de dessin, et ça me manque. Mais bon, on l'a dit, vous avez chacun ses limites. Chacun ses limites. C'en est une pour Jean-Pierre Frachon. On l'a dit, vous avez gravi les plus hauts sommets du monde, Jean-Pierre, et pour autant, c'est ici, dans le Massif central, dans le Puy-de-Dôme, à Chamalières, on va pas donner le nom de la rue, bien sûr, mais à Chamalières, que vous vivez et que vous vous ressourcez, et c'est votre bureau, vos souvenirs, ils sont là. J'ai toujours été fidèle à mon pays, à ma région, l'Auvergne, parce que je m'y sens bien, parce que j'avais des amis, parce que j'ai eu une reconnaissance à travers ce que j'ai fait de la part des médias, de la part des institutions. Et puis j'ai pensé que il était préférable de rester dans sa région pour trouver plus facilement des clients, des amis qui m'accompagnaient, plutôt que de rester derrière un bureau des guides dans une vallée où on reste forcément un étranger toute sa vie, et on répète un petit peu inlassablement les mêmes itinéraires. Moi, je me suis tourné vers les montagnes du monde, et que l'on habite Chamalières ou Chamonix, pour aller en Antarctique, c'est le même souci de déplacement. C'est très mignon comme conclusion. Merci beaucoup, Jean-Pierre Frachon, de nous avoir reçus ici chez vous, dans votre bureau. Merci. Merci à vous.